Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle émission organisée conjointement par Le Dranche et Le Pluraliste dans le cadre de la campagne présidentielle. On reçoit aujourd'hui Gaspard Koenig du Bonjour. mouvement Simple. Oui, bonjour Twitch, bienvenue. Alors, format un peu particulier aujourd'hui, parce que d'habitude, c'est une émission consacrée à qui sera l'élu. Là, on vient s'insérer un petit peu ce vendredi matin dans la grâce matinale. Donc, on remercie beaucoup Florent et Sylvain de nous laisser un créneau d'une heure pour interroger un candidat. Un candidat qui a fait une déclaration assez tardive, mais assez remarquée. Et du coup, on va essayer de découvrir son parcours déjà, et après parcourir ses propositions que vous pouvez retrouver sur le site de Simple, mais qu'on va essayer de détailler, de questionner ce matin. Alors déjà, pour commencer, Gaspard Koenig, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement, vous dire un peu c'est quoi votre parcours et qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à cette déclaration de candidature en début d'année? Bonjour à tous, je m'appelle Gaspard Koenig, je suis professeur de philo à l'origine. J'écris des livres, des essais, des romans, des contes, des nouvelles, des conférences. Enfin voilà, ma vie c'est d'écrire. Et depuis 10 ans, j'ai fondé un think tank qui s'appelle Génération Libre, donc un institut qui fait des propositions de politique publique pour défendre les libertés, toutes les libertés en France, et faire des propositions de politique publique assez précises sur cette base doctrinale. Après, j'essaye moi toujours de confronter mes idées au réel, c'est vraiment ma marque de fabrique, je pense. À la fois en la faisant passer par le tamis des économistes, des juristes, des sociologues qui travaillent avec nous dans Génération Libre pour que ça ne reste pas juste des grandes idées, mais qu'on entre vraiment dans le détail. Et puis aussi en voyageant beaucoup, en faisant des longs reportages, que ce soit dans le monde, en France. Le dernier voyage était mon voyage à cheval, je pense qu'on en parlera en 2020 sur les traces de montagne à travers la France, l'Allemagne et l'Italie. Et puis ce voyage-ci, c'est le voyage de la présidentielle, qui est un voyage un peu particulier. Mais qui aussi me permet de me déplacer beaucoup sur le territoire de beaucoup de gens, et là aussi de confronter de manière sacrément concrète mes idées aux gens, aux maires, aux élus, aux associations, aux entreprises. Voilà. Ok, alors du coup, on l'a dit, le mouvement que vous avez créé, le mouvement politique, alors, qui n'est pas Génération Libre, hein, qui est simple, donne tout de suite le ton. C'est un peu la proposition centrale de votre programme, c'est la simplification. Alors pourquoi en avoir fait le marqueur de votre candidature? Ce thème-là, il est connu, ça fait très longtemps qu'on en parle. Tous les présidents de la Ve République ont expliqué qu'il fallait simplifier, qu'il y avait trop de paperasse, depuis Pompidou jusqu'à Giscard et Sarkozy et l'actuel président. Il y a eu toutes sortes de commissions de simplification et le Conseil d'État produit des rapports. Mon think tank a produit des rapports sur l'inflation normative, le fait que trop de droits tue le droit, que ça crée des injustices entre ceux qui ont accès aux sources d'information et de pouvoir et ceux qui n'y ont pas accès, etc. Ce sujet est parfaitement répertorié et tout le monde s'engage à le faire et personne ne fait jamais rien, et donc ça continue à proliférer et les gens ne s'en sortent plus. Et ce que j'ai constaté, notamment durant mon voyage à cheval où j'étais accueilli chez l'habitant, c'est que le soir, à table, on parlait moins des essences des plantes et des noms des toponymes et de toute la nature qui nous entoure que des sigles. Les gens parlaient en sigles, les gens parlent de la DREAL, de la DDT, de l'ABF, du PLUI, de tous ces sigles qui leur polluent véritablement l'existence et qui créent des problèmes quotidiens, des problèmes où vraiment, quand on entend les histoires, on se tape la tête contre les murs, on se dit mais comment est-ce possible qu'une société ait créé une telle absurdité, un tel maillage légal dans lequel plus personne ne se retrouve et qui crée sur le terrain des situations qui sont tout simplement kafkaïennes et où ceux qui produisent la loi eux-mêmes, notamment les préfectures, expliquent que oui, on est désolé, on sait que c'est ridicule, mais bon, c'est comme ça, alors essayez de le faire discrètement. Donc, en fait, mon intuition, c'est que ce n'est pas un sujet parmi d'autres, et ce n'est pas comme ça qu'on peut le traiter, c'est un sujet complètement premier, c'est un sujet complètement matriciel, et qui est un véritable projet de société. Parce que simplifier, ce n'est pas seulement réduire la paperasse, simplifier, c'est faire confiance. C'est-à-dire que quand on remet le droit à un niveau d'intelligibilité supérieur, donc un niveau de généralité supérieur, eh bien, on fait confiance à l'individu sur le terrain par rapport à son environnement, par rapport à ses habitudes, par rapport à ses intuitions pour interpréter, adapter la loi à ses circonstances propres.
Donc, c'est faire confiance à l'individu, c'est faire confiance au plus petit échelon de manière générale, c'est donner de l'autonomie et de la liberté. Et c'est quelque part renoncer à 2 siècles de jacobinisme. On a cessé de suradministrer le pays au nom du principe d'égalité. Et enfin, je pense que c'est un projet qui est assez moderne, au sens où la simplicité, ce n'est pas seulement une question administrative. La même bureaucratisation se produit dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, avec les process et les bullshit jobs. On a le même besoin d'entreprises libérées, d'autonomisation du salarié. Et de manière encore plus générale, la vie simple, le dépouillement, la sobriété, le renoncement à la surconsommation, le rapport direct à autrui, le respect des écosystèmes et de la nature, tout ça fait partie au fond d'une philosophie de la simplicité qui est aussi une manière de vivre, une manière de penser. Les philosophes parlent parfois du rasoir d'Occam comme d'un instrument qui permet d'aller au plus dépouillé du concept. Pour parler de manière simple. Oui, on en discutait en préparant l'interview. C'est vrai qu'au niveau des individus et des relations interpersonnelles, cette volonté de simplicité, elle se conçoit facilement, et elle apparaît comme très enviable et souhaitable. Mais pour autant, aujourd'hui, on a quand même un environnement de très grosse structure. Et par exemple, si on prend une actualité là, très récente dans le cadre d'Orpea, on se rend bien compte qu'un groupe multinational a des intérêts de rentabilité qui font que leur laisser une très grande marge de liberté dans l'interprétation des textes serait en fait préjudiciable là, en l'occurrence, aux personnes qui sont en maison de retraite. Alors juste pour ceux qui sont dans le chat, le scandale Orpea, c'est suite à la publication d'un livre. Orpea, c'est un groupe qui gère beaucoup d'EHPAD, de maisons de retraite, et qui fait l'objet d'accusations de maltraitance envers ses pensionnaires. Alors, pas du tout. D'abord, je ne vais pas parler de ce scandale en particulier parce que je ne le connais pas assez. Mais de manière générale, le problème, c'est justement les grosses structures. Les grosses structures créent de la bureaucratie. Donc, plus on donne de l'autonomie à l'échelon local, mieux c'est. Ça vaut pour l'éducation nationale. Plus on donne d'autonomie aux établissements scolaires, plus ils peuvent concevoir leur propre pédagogie, plus ils peuvent être innovants, ils peuvent expérimenter. C'est vrai pour l'hôpital et la question de la santé, débureaucratiser l'hôpital, donner plus de respiration aux établissements hospitaliers pour qu'ils puissent définir leur propre procédure. Et ça sera vrai aussi, encore une fois, je n'ai pas étudié le sujet, pour justement ces grands groupes. Pour moi, le but du jeu, y compris via des politiques de concurrence, par exemple, c'est de redonner sens à des ensembles plus petits qui, du coup, que les gens peuvent maîtriser parce qu'ils peuvent avoir… Vous savez, quand vous êtes dans ces grosses structures-là, si vous faites une plainte, une réclamation ou quoi, on vous met sur un espèce de site, on vous dit, ben non, mais la régulation dit que, et vous êtes complètement perdu. Vous êtes une poussière dans un univers qui vous échappe complètement. Et c'est pareil quand vous essayez de contacter une banque, une compagnie d'assurance, une compagnie de distribution d'eau. Enfin, on connaît tous, taper 1, taper 2, taper 3, c'est l'horreur. Non, mais d'ailleurs, ceux qui ont vu la commission d'enquête parlementaire et les réponses d'Orpea, l'échange a été essentiellement réglementaire ou normatif. C'est ça. Alors que plus l'ensemble est petit, plus on peut s'adresser directement au directeur en disant, mais en ayant un contact humain, les yeux dans les yeux, en disant, mais vous voyez bien que ça ne marche pas, est-ce qu'on pourrait faire comme ça? Plus lui a une attitude pour vous écouter et pour changer ses procédures, plus vous avez aussi la possibilité de contester, mieux c'est. Par ailleurs, plus le droit est intelligible, plus chacun peut le revendiquer. Aujourd'hui, comme plus personne ne le comprend, vous devez passer par des intermédiaires. Dans l'entreprise, vous devez passer par un juriste d'entreprise ou par un syndicat. Dans la fiscalité, vous devez passer par un expert comptable ou un avocat fiscaliste. Dans le champ territorial, les municipalités doivent passer par des cabinets d'audit pour pouvoir remplir les dossiers de subvention, les appels à projets, etc. Donc, vous avez toujours des intermédiaires parce que vous ne pouvez plus maîtriser, en fait, le corpus législatif. Alors que dans un monde plus simple, eh bien, chacun peut directement se prévaloir de la loi parce que chacun peut la comprendre et l'opposer à son interlocuteur. C'est un peu l'équivalent de la Révolution protestante pour la lecture de la Bible. À un moment donné, on a dit, vous n'avez plus besoin d'intermédiaire, vous pouvez lire vous-même le texte. Et nous, notre promesse de simplification, c'est de diviser par 100 le nombre de normes, de remonter aux grands principes du droit, mais c'est aussi de distribuer un texte à chaque Français, un petit livre, qui sera le droit français, l'ensemble du droit français, qui sera lisible par tout un chacun, de sorte que vous pourrez comprendre le droit dans votre propre société, ce qui est quand même le minimum dans un état de droit, que vous pourrez donc vous en prévaloir et que
voilà, chacun pourra, nul n'est censé ignorer la loi, eh bien, tout le monde pourra la comprendre. Alors justement, pour réussir à en faire un petit livre, comme vous dites, hein, vous donnez des précisions dans le programme, vous dites on va diviser par 100 le nombre de normes en France et remplacer les 75 codes existants. Alors j'avoue que j'ignorais qu'il existait 75 codes par un code unique, hein. Du coup, la question qu'on avait envie de vous poser, c'est déjà combien de temps ça prend de faire tout ça? Qui le fait? Est-ce que ce sont les parlementaires qui doivent se réunir pour faire ça? Est-ce que ce sont des juristes? À qui vous faites appel pour faire ce choc de simplification, pour réutiliser une formule déjà connue. Et une question du chat pour compléter, une simplification des textes de loi ne va-t-elle pas complexifier la jurisprudence? Ouais, c'est une excellente question. Alors, on a baptisé notre projet Portalis, du nom du juriste qui avait été nommé par Napoléon, premier consul, pour réécrire avec d'autres de ses pairs le magma du droit féodal que personne ne comprenait, ça revenait beaucoup d'ailleurs dans les cahiers de doléances, et pour en faire un code simple, ça a été le code civil, vraiment un exemple de droit réussi qui d'ailleurs perdure jusqu'à nos jours. Et Portalis utilise en toutes lettres dans sa préface l'expression de simplification. D'ailleurs, simplifier, c'est faire confiance à la raison humaine. Simplifier, c'est renoncer à tout prévoir. C'est-à-dire la loi ne peut pas prévoir l'ensemble des situations, ne peut pas micromanager les comportements individuels. C'est laisser un espace de responsabilité aux gens. Et Napoléon dira dans ses mémoires, les mémoires de la case, que cette œuvre de simplicité, ce qu'il a réalisé en toutes lettres, ce qu'il a réalisé de plus important, qu'elle vaut plus que toutes les lois qui ont été adoptées auparavant. La force de la simplicité dans une société est quelque chose de totalement sous-estimé politiquement. Et donc tout ça pour dire qu'on a la méthode parce qu'on l'a déjà fait en fait dans notre histoire. Et effectivement, Portalis s'était réuni avec quelques juristes, avec une volonté politique absolue, puisque ça venait du premier consul lui-même. Et c'est pour ça que j'en fais un projet présidentiel. Et c'est pour ça que j'en fais la matrice de mon projet. Après, il y a d'autres thèmes qu'on aborde, j'imagine qu'on y reviendra. Et parce que ça ne peut marcher que si c'est considéré comme une priorité politique. C'est pas on va faire ça, puis après on va simplifier. On va simplifier. Ça, c'est un projet pour l'ensemble de la société. Ça s'applique à l'ensemble des champs de la politique publique, à l'ensemble des ministères. Et ça va donner un tout autre éclairage à la manière dont on vit en commun. Attendez, pour imaginer. Et pour répondre, alors comment ça se passe ensuite? En fait, on a un bon exemple, puisque sur le Code du travail, Antoine Lyon-Caen et Robert Badinter, deux éminents juristes, avaient fait un exercice pédagogique il y a 5 ans et avaient extrait du Code du travail 61 grands principes. Ça tient sur 4 pages, c'est parfaitement écrit, tout le monde peut comprendre. Mais nous, ce qu'on dit, c'est voilà, c'est ça le Code du travail, à droit constant, à protection constante. Et le même travail peut être réalisé sur chacun des codes. Eux, ils avaient mis, je crois, 1 an avec une commission de juristes. On peut imaginer que pour faire ça de manière plus ambitieuse, ça prenne 2 ans, en associant les parties prenantes, en associant évidemment les parlementaires qui devront voter de toute façon ce nouveau droit. Ouais. Mais vous voyez, c'est à la fois modeste parce que c'est à droite, je ne refais pas toute la société, et c'est en même temps incroyablement ambitieux parce que c'est un moment de refonte institutionnelle qui est aussi pour moi un moment de confiance. On se refait confiance. On imagine, vous avez détaillé comment ça se passerait au niveau de l'État, mais comment ça s'organiserait dans les entreprises? Parce que vous avez expliqué que c'est aussi valable dans le champ du privé. Quelles mesures il faudrait prendre pour que ça s'applique aussi dans les entreprises? Voilà. On s'orienterait vers l'autogestion, c'est un peu cette idée-là? Alors, oui, mais après, c'est un message et c'est une discipline collective quelque part. Je ne pense pas qu'ensuite, évidemment, l'État a moins de latitude pour imposer cette discipline aux entreprises. Néanmoins, ça peut être une sorte de mot d'ordre de la société. Tout ce que je vois, ce que j'entends sur les entreprises libérées, par exemple, est très intéressant et va tout à fait en ce sens. C'est comment je donne le plus d'autonomie possible au bas de l'échelle, à l'agent qui prend les décisions sur le terrain. Et après, on peut aussi imaginer des mesures qui permettent de simplifier la vie en entreprise. Alors nous, on fait une proposition sur l'organisation, pour le coup fiscal de l'entreprise, en disant aujourd'hui, les entreprises sont les plus taxées d'Europe, mais c'est aujourd'hui aussi les plus aidées d'Europe. Vous avez plus de 6 000 dispositifs. On va venir sur le volet entreprise juste après. Et donc tout ce qu'on dit, c'est qu'il faut supprimer 50 milliards d'impôts d'un côté et 50 milliards d'aides de l'autre. Mais ça se fait à coup nul, votre réforme. Voilà, à coup nul, mais en redonnant une latitude, parce que du coup, on n'est pas là en train d'essayer de cocher des cases pour avoir le bon crédit d'impôt, mais on prend ces décisions normales. Mais après, il y a quelque chose, je pense, de plus fondamental, c'est de se diriger vers un monde où les statuts de salariés et d'indépendants, peu à peu, vont fusionner en un statut de l'actif. C'est-à-dire que le salarié va avoir de plus en plus d'autonomie,
Et l'indépendant va avoir de plus en plus de protections qui sont des protections individuelles et universelles, type revenu universel, type points pour accéder à une retraite, type couverture santé, etc. Et donc, tout ça fait que je pense que dans cet univers-là, on n'aura plus besoin de la notion de lien de subordination et on aura suffisamment donné de protection à l'indépendant pour qu'en fait, la différence entre l'indépendant et le salarié devienne extrêmement faible. Tout ça, c'est des entités autonomes qui travaillent pour des clients, en fait. Et donc, ça sera une forte mesure d'égalité aussi. Je trouve que la simplicité, c'est l'égalité, parce que il y a tous ces statuts, les gens en CDI, les gens en CDD, les indépendants. Moi, je suis indépendant, c'est un cauchemar. Vous ne pouvez pas avoir un prêt immobilier, même si vous avez des revenus que vous pouvez en justifier, parce que vous n'êtes pas dans la bonne catégorie, quoi. Vous pouvez à peine louer un appartement. Donc, c'est très injuste. Et donc, tout le monde essaye d'avoir le statut. Enfin, ça ne marche plus, ce truc-là. Et surtout, dans un monde plus fluide, précisément, les gens ambitionnent de gérer eux-mêmes leur destin professionnel, de pouvoir changer, de pouvoir se former, de pouvoir avoir d'autres expériences, expérimenter d'autres activités. Je pense qu'il est très important de concevoir structurellement, institutionnellement, comment on peut assurer cette fluidité-là. Il y avait la question de la jurisprudence. Vous imaginez un réseau partout en France de maisons dans lesquelles les citoyens pourraient aller se renseigner et obtenir des réponses directement de l'administration. Vous pouvez expliquer ? Alors, sur la jurisprudence, c'est une vraie question. Dans le livre que j'ai coécrit avec des juristes en droit public, on place un certain nombre de garde-fous pour éviter que la jurisprudence ne vienne remplir le vide juridique créé par la simplification. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est un peu technique. On essaie d'y répondre. Sur les maisons du citoyen, on dit on ne veut pas réduire la fonction publique, on veut lui redonner du sens. Et donc redéployer les fonctionnaires sur le terrain, dans des maisons du citoyen qui sont des sortes de super maisons France Service. Le gouvernement commence à essayer ça parce que vous avez ce paradoxe aujourd'hui que d'un côté, effectivement, il y a trop de personnel administratif qui crée de la norme. Il y a 12% de plus de gens qui sont en back-office dans l'administration française que dans l'administration allemande ou anglaise ou italienne. Beaucoup de gens qui sont là pour produire du texte, en fait. Et en même temps, vous avez des territoires qui se vident de leur trésorerie, de leurs hôpitaux et qui souffrent parce qu'ils se sentent abandonnés par la puissance publique. Et les deux sont vrais. Et aujourd'hui, vous avez la gauche qui dit du coup, il faut plus de fonctionnaires, vous voyez bien, puisque les gens sont abandonnés. Et la droite qui dit il faut réduire, vous voyez bien, ça coûte trop au budget de l'État. En fait, les deux ont raison. Et comment on résout ça ? En remettant les fonctionnaires sur le terrain, dans ces maisons du citoyen. Et donc, l'idée de ça, c'est que chacun puisse, quand vous avez n'importe quel problème de carte grise, de permis de construire pour mettre une cabane dans votre jardin, n'importe quoi. Prenez votre code, vous regardez un peu ce qu'il en est, puis vous allez dans votre maison du citoyen. Et là, la grande différence par rapport aux maisons France Service actuelles, c'est que l'agent de base sera habilité pour prendre une décision sur l'ensemble des sujets relevant du champ en fait, de l'administration publique. D'où la question sur la jurisprudence. Est-ce qu'il n'existe pas un risque, j'ai caricaturé, que la réponse apportée à un citoyen ou une citoyenne à Marseille ne soit pas du tout la même que celle apportée à Strasbourg ? Si. Et est-ce que c'est une mesure d'équité du coup ? C'est exactement, c'est une mesure d'équité plutôt que d'égalité. Mais c'est considéré qu'il y a des situations différentes sur le territoire parce que c'est pas pareil d'aller à l'école à Marseille ou dans les Vosges ou dans la Creuse ou dans les quartiers dans les quartiers de la grande couronne parisienne. Donc c'est une volonté assumée de différencier. Et le même principe s'applique aux communes, puisque je propose une très forte autonomie locale pour que précisément, sur le plan réglementaire, les collectivités puissent avoir beaucoup plus d'autonomie pour décider de leur propre modèle. Et juste pour finir sur les maisons du citoyen, le point, c'est de dire que ce n'est pas aux citoyens de connaître les sigles. Ce n'est pas à nous de faire le travail de l'administration. On doit d'ailleurs facturer à l'administration les heures qu'on passe à remplir des dossiers. C'est à eux de le faire. Donc, nous, on arrive avec notre problème. On a droit à une réponse dans la semaine. Après, évidemment, on peut la contester, on peut remonter, etc. Le fonctionnaire, lui, il peut appeler sa chaîne hiérarchique pour ce qui se passe. Ensuite, il prend une décision et cette décision, il vous donne un rescrit administratif. Et vous dites, non, mais ça, j'ai le droit de le faire. Et ça donne à quoi aux gens ? Ça donne ce dont on a vraiment besoin aujourd'hui pour reconstruire l'état de droit, de la sécurité juridique. En disant, je fais telle activité, je sais que j'ai le droit de la faire. Vous n'imaginez pas sur le territoire le nombre de gens qui font des choses très bien, qui sont des gens qui bossent, qui payent leurs impôts, et qui ont l'impression d'être dans l'illégalité. Vous l'évoquez dans votre livre. Ils ont l'impression d'être dans l'illégalité parce qu'ils font un truc qui est
qui ne rentrent pas tout à fait dans les cases, et ils se disent à tout moment, je peux me prendre un contrôle, et il peut y avoir quelqu'un de très rigide qui me sanctionne et qui me conduit à la ruine. Et ça, j'en ai vu. Et donc ça, c'est un problème évidemment matériel, un problème professionnel, un problème de justice sociale, mais c'est encore une fois un problème d'état de droit, parce que les gens se comportent comme des espèces de suspects, considèrent que l'administration et la police sont leurs ennemis, alors que ça devrait être leurs alliés, et finissent par rejeter tout ce qui vient du pouvoir central. Mais on le voit partout dans le pays aujourd'hui, la défiance vis-à-vis des institutions, qui est colossale, qui est aujourd'hui partagée d'ailleurs par les premiers élus, que sont les maires, qui font quasiment la grève pour donner leur parrainage. J'en suis le premier concerné, mais parce qu'il y a un mouvement de fond de rejet de tout ce qui vient de la structure centrale, qui est très fort, en disant ils nous prennent pour des cons, ils ne nous font pas confiance, on va le leur rendre. Et c'est quelque part extrêmement légitime. Et donc, si on ne résout pas ce problème, je pense qu'on glisse vers une forme de semi-anarchie. Au fond, c'est souvent ce qui se passe. Les gens disent, bon, puisque c'est comme ça, puisque c'est trop compliqué de demander un permis de construire, je fais ce que je veux, je m'arrange avec le voisin. Il y a derrière une vision totalement différente de celle de l'État que ce qu'on a par rapport à aujourd'hui. Parce que dans cette idée que chaque région, finalement, pourrait avoir des modalités d'application du droit différents, ça veut dire que vous êtes dans une optique plus fédéraliste ou beaucoup plus régionale? Alors d'abord, je pense que ma conception de l'État, elle est parfaitement fidèle à la conception française de 1789. Alors justement, il y a une remarque là-dessus qui dit « L'égalité de l'application des lois aux citoyens français est un des principes de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ». La Déclaration des droits de l'homme, c'est pour moi le plus beau texte de philosophie politique jamais écrit. Ça fixe un cadre où l'État donne aux citoyens les moyens de son autonomie, sans juger ensuite de son expression, de ses valeurs ou de ses comportements. C'est l'inverse de toute cette espèce de politique du nudge qu'on a actuellement. On essaye de coincer le citoyen dans une espèce de dogme extrêmement moral et moralisateur. Donc ça donne une grande liberté, mais ça assure aussi des droits à l'individu, dans une relation directe entre l'État et l'individu. Et évidemment, les grands principes du droit que nous proposons, là, ils seront très sévèrement appliqués et égaux pour tous. Mais après, ce que je dis, c'est que sur cette base-là, il faut que la possibilité d'une forte différenciation, qu'il y ait possibilité d'une forte différenciation territoriale. C'est pour ça que j'ai commencé ma campagne présidentielle par la Corse. Je suis le premier candidat dans l'histoire de la République à avoir fait ça, pour évidemment mettre en valeur leur ambition d'une autonomie de plein droit et de plein exercice. Je ne peux que y concourir. Alors, en revanche, je ne veux pas que la notion de peuple corse rentre dans la Constitution, parce que moi, je veux que chaque collectivité puisse aller aussi loin que souhaitent aller les Corses. Et j'ajoute qu'il y a des gens qui font ça aujourd'hui sur le territoire français, sans que ça pose de problème à personne, c'est l'Alsace-Moselle. Un siècle que l'Alsace-Moselle a non seulement une laïcité, une forme de laïcité très particulière, parce qu'ils sont toujours en concordat, pas vraiment la laïcité, mais aussi leur droit des assurances, leur droit bancaire, leur droit de travail, leur sécurité sociale, des choses extrêmement structurantes. Est-ce que ça pose problème à quelqu'un? Non. Est-ce que les Alsaciens en sont contents? Très. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'ils sont en train de voter pour que l'Alsace redevienne une région à part entière et détestent le Grand Est. Est-ce qu'ils se sentent moins français pour autant? Ils parlent quand même de France de l'intérieur. Mais... Pas du tout. Et d'ailleurs, ils parlent de moins en moins le dialecte germanique. Ils sont de plus en plus francisés en Alsace. J'en sais quelque chose, puisque mon oncle Koenig vient de là-bas. Et moi, ce que je pense, c'est qu'on est un peu obsédé par cette histoire de République une et indivisible. Moi, je pense que les deux termes ne sont pas du tout synonymes ou concordants. Je pense que la République, elle peut être une, d'autant mieux qu'elle est plus diverse. Et qu'à force de vouloir être une et homogène, eh bien, on crée des tensions et des ressentiments. Et qu'à l'inverse, quand on assume, quand on permet d'assumer parfaitement son identité locale, quand on se sent parfaitement corse ou alsacien, parce qu'on a voté les lois qui nous concernent dans notre espace local, fidèle au principe de subsidiarité, on est d'autant mieux partie prenante du grand tout national. C'est d'ailleurs le projet en Corse de Pascal Paoli, quand il est revenu en Corse pendant la Révolution française. Indivisible n'est pas un antonyme de diverse. Les deux ne s'excluent pas. Alors, tel que c'est appliqué aujourd'hui, et tel que le Conseil constitutionnel l'applique, si, c'est au nom de ce principe-là
qu'on interdit des expérimentations, qu'on interdit l'autonomie des collectivités, qu'on interdit la co-officialité des langues dans l'administration des langues régionales, et qu'on interdit à la France de ratifier la Convention européenne pour les langues régionales, qu'on interdit énormément d'expérimentations en Bretagne, en Corse, dans toutes les régions à forte identité, dans le Pays Basque, en Savoie. Donc, c'est un vrai problème parce qu'on crée une animosité et une défiance là où en fait il ne devrait pas y avoir le moindre problème. Laissons les Corses expérimenter. Par exemple, tu vas expérimenter le revenu universel, qui est un des points de mon programme. Et c'est super, laissons-les faire. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas parce qu'ils ne peuvent pas prendre. Alors justement, il y a plein d'autres sujets qu'on doit aborder parce qu'il y a plein d'autres sujets que vous abordez dans votre programme. Alors juste la référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen fait beaucoup réagir parce qu'il y en a qui font référence par exemple à l'article 6. La loi à l'expression de la volonté générale, elle doit être la même pour tous. Oui. Et du coup, qui s'interroge sur cette possible différenciation qu'il peut y avoir par région. Et je vous pose tout de suite la deuxième question dans la foulée, vous pourrez répondre aux deux. La remarque qui vient pas mal, c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque de forme d'électoralisme entre communes ou entre localités ou entre régions à faire compétition avec les autres ou pas? Alors d'abord, évidemment, les principes sont égaux pour tous, mais leur déclinaison est adaptée à chaque territoire. Mais l'inverse est ridicule. Aujourd'hui, on voit que par exemple, les lois sur la gestion de l'eau, on prend un truc très concret pour les communes, sont les mêmes pour tout le territoire national. On dit en 2026, toute l'eau doit être gérée par les intercos. C'est ça l'égalité. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des territoires où il y a beaucoup d'eau? Je reprends la Corse. Pas de problème d'eau, encore, ça regorge d'eau. Ils ont d'énormes nappes, donc du coup, chaque village a sa source. Donc, ils ont organisé leur gestion de l'eau en commun, souvent bénévolement, depuis très longtemps. Pourquoi est-ce qu'on les oblige à gérer l'eau au niveau des intercos, alors que ça peut faire sens dans la Beauce, évidemment. Et pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas chacun décider si oui ou non il souhaite se regrouper avec les communes avoisinantes pour gérer son eau? Le principe de la loi, ça va être s'assurer que la population soit bien desservie en eau, que chacun ait accès à l'eau. Ça, c'est le grand principe. Après, est-ce qu'on le fait par commune, est-ce qu'on le fait en interco? Ça, c'est justement, ça dépend des territoires qui ont, en l'occurrence, des géologies différentes. Et je ne vois pas en quoi ça brusque le principe d'égalité. Et au contraire, c'est imposer une loi trop détaillée à tout le monde de manière uniforme qui fracasse un autre article de la Déclaration des droits de l'homme, celui sur la liberté, l'article 4, qui dit que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Pour moi, c'est la plus belle définition. Ça, c'est aussi, sur la deuxième question, c'était sur l'électoralisme. Oui, exactement. À partir du moment, aujourd'hui, vous votez pour un maire, mais en fait, vous ne votez pas pour les projets qu'il va pouvoir faire parce que ce n'est pas plus lui qui décide. Il n'a plus l'argent, il n'a quasiment aucune ressource fiscale autonome. Donc, savoir s'il va y avoir un nouveau gymnase, ça va dépendre de la région, du département, qui va ou non accorder la subvention. Et donc là, on est dans le pur… C'est peut-être un peu moins vrai pour les grandes métropoles. C'est vrai pour les grandes métropoles, mais on est dans le pur électoralisme, là, pour le coup, parce qu'il faut être bien avec les gens de l'échelon supérieur qui, du coup, vous contrôlent. Et ce n'est pas un hasard si les maires sont aujourd'hui si apeurés par l'histoire des parrainages, parce qu'ils ont peur, s'ils ne donnent pas au bon candidat, de perdre leurs subventions, de perdre… parce qu'ils reposent là-dessus, parce qu'ils n'ont plus d'autonomie. Et qui dit perte d'autonomie fiscale et réglementaire dit perte d'autonomie démocratique, puisqu'on vote pour quelqu'un qui, au fond, a assez peu de pouvoir pour régler nos problèmes. Quelqu'un il dit au maire, là, tiens, il y a un nid de poule, il faut réparer la route. Ah ben non, la route, ce n'est pas de ma compétence. Puis deuxièmement, de toute façon, ce n'est pas ton argent, puisque si tu es locataire dans la commune, tu n'as plus aucun lien fiscal avec la commune, avec la fin de la taxe d'habitation. Donc, dans un système plus autonome, où les collectivités peuvent, de manière beaucoup plus large qu'aujourd'hui, lever l'impôt. Donc, elles ont une marge de manœuvre, non pas sur l'assiette, qu'elle soit commune sur le territoire national, évidemment, mais sur les taux. Où elles peuvent décider de reprendre les compétences qu'elles souhaitent et de laisser celles qu'elles ne souhaitent pas. C'est ça la subsidiarité ascendante. Eh bien, là, il y a une vraie responsabilité démocratique. Et donc, si les habitants ne sont pas contents de la gestion de la commune, ils seront par là, pour le coup, parfaitement légitimes à ne pas réélire le maire. Et par ailleurs, je propose aussi dans ce cadre des formes de démocratie directe locale qui soient contraignantes, c'est-à-dire des référendums locaux qui s'imposent au pouvoir exécutif local, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce que c'est des référendums révocatoires, carrément? C'est-à-dire qu'on pourrait destituer un élu, ou alors… Ça se discute, c'est pas le projet. Le projet, c'est vraiment sur des projets. Okay. Mais dire, à partir d'un certain seuil de signatures recueillies dans la commune, ça peut être 15-20%, ça se fait dans les pays voisins. Il y a un référendum, mais c'est contraignant. C'est-à-dire que le pouvoir exécutif, le maire, est obligé
d'organiser le référendum et d'appliquer son résultat. Ce n'est pas consultatif, c'est contraignant. Et en fait, tout ça, ça redonne aussi de la responsabilité démocratique au plus petit niveau, et ça permet justement, je pense, d'éviter l'électoralisme. Après, qu'il y ait différents modèles, oui, je ne dirais pas qu'ils sont en compétition, mais simplement chacun expérimente, et puis on regarde, et on se dit, tiens, bah là, ça marche, on va faire pareil, ah, là, ça ne marche pas, bon, bah, on ne va peut-être pas le faire, là, on essaye quand même, là, on a une population différente, donc ça ne va pas marcher ailleurs, mais nous, on continue dans cette voie-là. D'ailleurs, on voit beaucoup de villages, de début d'autogestion maintenant dans les villages, avec des espèces de villages très alternatifs qui se forment, avec des formes de gouvernance très expérimentales, qui ont justement beaucoup de problèmes parce que ça ne rentre pas dans les circulaires de la préfecture. Et pour moi, c'est très bien, c'est plutôt encourageant, ces petites utopies qui naissent un peu partout sur le territoire. Alors on a quasiment atteint la moitié de l'interview, on a beaucoup parlé de simplification. Il y a quand même une dernière question qu'on doit vous poser parce qu'elle est cruciale et on n'a pas encore évoqué un sujet pourtant fondamental, c'est la question de l'Europe. On entend beaucoup les politiques dire oui, on n'a plus d'autonomie, de toute façon, 75% de nos lois sont des transpositions de directives européennes. Est-ce que finalement, il ne va pas falloir continuer à les transposer, ces directives européennes? Et est-ce que du coup, est-ce qu'une partie de cette masse de normes et de lois et de règles nous est pas finalement imposée? Oui, mais alors, la grande hypocrisie, c'est que la France, en fait, surtranspose. Quand on dit qu'elle transpose les directives, c'est qu'elle surtranspose. Ça, c'est bien référencé notamment dans les rapports du Sénat. La France est le pays en Europe qui en rajoute le plus. Et donc, c'est nous qui avons du travail à faire en interne pour balayer la surréglementation que l'on crée à partir de directives européennes qui, dans la plupart du temps, restent quand même assez générales pour que précisément chaque État membre puisse les appliquer à sa sauce. Donc, l'analyse qu'on fait avec nos juristes, c'est qu'il y a 90% du droit où on a toute latitude, que ce soit parce que c'est des domaines qui sont entièrement de la compétence des États membres, comme la fiscalité. Si on veut faire un revenu universel en France, on peut. Si on veut faire mon projet de simplification du droit, on peut. Si on veut réformer la fiscalité sur les successions, on peut. Si on veut annuler les impôts et les aides pour les entreprises, on peut. Enfin, il y a quand même le système de santé, on fait ce qu'on veut. Enfin, il y a des grands pans quand même de notre malgré le loi, il reste des marges de manœuvre. Et par ailleurs, voilà, et que le gros problème, c'est la surtransposition qui avait été bien analysée par le précédent gouvernement, qui a voulu interdire la surtransposition, mais sans effet, et que donc, nous, on dit, voilà, il y a 10% de droit dur, disons, qui vient vraiment de l'Europe. D'abord, il faudrait encore savoir exactement lequel, parce que ça reste un peu intuitif, donc il faudrait le codifier. Donc, il y a un code du droit européen à côté de notre code français, pour comprendre exactement quoi vient d'où. Mais on a largement la marge de manœuvre pour faire le ménage chez nous. Et vous portez quel regard sur les demandes de libéralisation de certains marchés essentiels qui, on le voit là aujourd'hui avec l'électricité, qui on aboutit à des fonctionnements totalement insensés où EDF doit revendre de l'énergie à ses concurrents pour entretenir une certaine concurrence qui est totalement illusoire finalement, puisque EDF reste le seul producteur. Ça, c'est bien une libéralisation du marché qui est demandée par l'Union européenne, alors que finalement un monopole avait bien plus de sens. Quel regard vous portez sur ces demandes-là? Moi, personnellement, je ne crois pas au monopole. Et je trouve très bien qu'il y ait aujourd'hui des entreprises alternatives à EDF qui puissent naître sur le territoire, qui proposent d'autres formes de gestion de l'énergie. Pour moi, la concurrence, ce n'est pas une question de réduire les prix, c'est une question d'avoir des modèles différents qui correspondent à des besoins différents. Et quand on a un monopole, on n'est jamais incité à se réformer, à servir le client, qu'on considère d'ailleurs souvent peu comme un client, mais plutôt comme un usager. Donc sur le rail, par exemple, je suis assez curieux, je suis extrêmement critique de ce que fait la SNCF, notamment en termes de gestion de ses utilisateurs, de ses consommateurs, de la manière dont elle nudge les gens, de la manière dont elle pille les données, de la manière dont elle nous oblige maintenant à avoir des tickets nominatifs. Je trouve que vraiment les restrictions de liberté liées à la SNCF sont très fortes ces 2 dernières années. Vous êtes obligé de renseigner votre nom pour prendre un ticket. Pourquoi? Au nom de quoi? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas le donner à mon cousin? On a payé, c'est la même chose. Et ce n'est pas du tout une question technologique. On pourrait avoir un code barre et rentrer dans un train avec un système de blockchain, ou que ce soit mon cousin ou moi, ça serait pareil. Ça serait valide une fois et puis c'est tout. Pourquoi est-ce que dans le nouveau système de SNCF Connect, on force l'utilisateur à livrer ses données de géolocalisation pour les revendre ensuite à des partenaires? C'est monstrueux. Donc,
Juste la critique de la SNCF, peu importe, il y a d'autres gens qui peuvent apprécier, mais je serais assez curieux, justement, de voir si d'autres compagnies circulant sur les rails français, après les rails, évidemment, le rail lui-même, la gestion du rail, ça reste du domaine public national, parce que là, c'est l'infrastructure publique. Mais qu'il y ait d'autres compagnies qui circulent et qui offrent d'autres expériences peut-être plus respectueuses de notre vie privée, j'appelle de mes voeux, parce que sinon, on est coincé, on n'a que cette solution, on peut râler, mais en fait, on peut pas choisir autre chose. Donc, peut-être que les autres compagnies ne seront pas meilleures, on verra, mais au moins, peut-être qu'il y en a qui feront des expérimentations. J'entends parler d'expérimentation de petits trains électriques qui prendraient les rails qui sont aujourd'hui peu utilisés pour faire des liaisons entre villes qui soient à la demande. Bon, ça c'est très innovant. Pareil, c'est une autre compagnie qui va le faire, pas la SNCF. Bon, super, essayons, voyons si d'autres modèles peuvent marcher. Alors, il y a souvent le précédent anglais où on a vu, pour avoir expérimenté, on a vu que la qualité de service n'était pas toujours au rendez-vous avec des prix qui sont un peu envolés. D'ailleurs, l'Angleterre fait machine arrière sur la libéralisation du rail. Hein. Mais on va parler parce que la libération du rail en Allemagne a marché, pas en Angleterre, parce qu'il y a des manières de le faire qui sont différentes. En Angleterre, ça a été régionalisé. Enfin, alors, du coup, il y a une question, justement, on fait un petit saut dans les entreprises. Vous dites, en fait, il faut libérer l'entreprise, mais vous mettez une réserve quand même pour autant que cette intervention ne crée pas d'externalités négatives. Alors, du coup, on avait une question, c'est quoi les externalités négatives que vous ne jugez pas acceptables? Et dans le cas des produits de première nécessité, on parlait de l'électricité, vous avez évoqué l'eau tout à l'heure, hein. Est-ce que le fait que la mise en concurrence conduise, en tout cas, on l'a vu dans l'électricité, à une augmentation des prix pour le consommateur, est-ce que ce n'est pas une externalité négative qui n'est pas acceptable? Non, mais ça, il faudrait discuter très précisément des chiffres. Logiquement, la concurrence fait baisser les prix pour le consommateur. S'il peut y avoir des hausses qui, toutes choses égales par ailleurs, auraient eu lieu, même en situation de monopole, voire auraient été pires. Ça dépend ensuite des conjonctures internationales, du prix des matières premières. Donc, je ne veux pas rentrer dans ces détails que je maîtrise trop peu. Je dis que, par principe, je pense que la concurrence, pour moi, c'est une affaire de liberté. Parce que c'est la liberté d'expérimenter des modèles différents. Après, bien sûr, ça suppose une régulation. J'en profite pour dire d'ailleurs que le marché concurrentiel est le premier à demander de la régulation. Ça n'existe pas, une espèce de marché sauvage. Au contraire, le marché crée de la régulation. Les premiers marchés des foires de Champagne, de Châlons-en-Champagne par exemple, ont produit les premiers systèmes de régulation des poids et des mesures parce qu'il fallait bien comparer les produits, les premiers systèmes de vérification des normes d'hygiène. Et c'est pareil sur les produits comme le cannabis. Quand on le libéralise, il faut le réguler pour que le produit soit traçable. Donc voilà. Et là, ça, c'est la fonction de l'État. Ça, c'est la fonction de l'État, de bien réguler pour s'assurer que tout est en ordre, que l'information est transparente, que les gens peuvent véritablement faire leur choix. Ok, donc que ça soit une concurrence libre et non faussée. Hein. Non, j'ai pas dit ça. Cette histoire de non faussée m'a toujours paru un peu bizarre. Et je ne suis pas dogmatique, je ne suis pas néolibéral, je ne suis pas dogmatique sur ces histoires de marché. Pour moi, le principe de la concurrence, c'est de donner de la liberté. Ok. Vous avez évoqué au début la notion de sobriété et le dépouillement. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans votre voyage à cheval, sur les traces de montagne qui lui-même essayait de se dépouiller. Et pour autant, la réforme de simplification du droit, vous estimez que, en tout cas, les estimations laissent penser que ça permettrait d'augmenter de 3 points le PIB. Et du coup, j'ai du mal à saisir l'espèce de ligne de crête sur laquelle vous vous positionnez en étant très critique de la surconsommation, mais en même temps en laissant le marché se développer. C'est pas le marché à toutes les sauces, là, on parle d'autre chose. Là. On parle de la question de la surproduction législative, du fait qu'effectivement, on estime aujourd'hui à 3 points de PIB, mais bon, c'est des estimations qui valent ce qu'elles valent, qui sont un peu à la louche. À 3 points de PIB, la prospérité qu'on perd à s'engluer dans des procédures administratives. Après, moi, je ne pense pas que la croissance doit être une politique d'État. Je ne pense pas que le but de la ministre de l'économie, par exemple, soit d'atteindre X points de croissance. Je pense que son but, c'est de permettre à chacun de faire ses choix de consommation et que s'il y a des gens qui, à titre personnel, préfèrent être décroissants, ces gages ne doivent pas être jugés ni négativement ni positivement par l'État. L'État doit rester neutre, en fait, par rapport à ces choix-là. Simplement, il est évident que la simplification permettra aussi une création d'activités
Parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui ne peuvent pas en embaucher d'autres, parce que c'est trop compliqué de faire une feuille de paie. Vous avez des gens qui ne peuvent pas prendre un apprenti parce que il faut. Oui, c'est des choses très concrètes, hein, parce que il faut construire une autre toilette, alors que si on utilise la toilette de la maison, eh ben, c'est considéré comme illégal. Et donc, les gens n'embauchent pas d'apprentis et ferment boutique, tout simplement à cause de ces bêtises. Bon. Et qu'il y a plein de gens qui vont expérimenter des choses qu'ils ne peuvent pas expérimenter aujourd'hui. Et donc, ça va créer des choses. Et si ça crée de la prospérité, tant mieux. On va pas non plus. Moi, je suis neutre par rapport à ça. Par rapport au choix de est-ce qu'il y a des gens qui veulent vivre dans le luxe ou d'autres dans le dépouillement, je ne pense pas que ce soit à l'État de juger de ça. Après, je pense que voilà, il y a aussi dans ma philosophie un aspect plus moral cette fois, mais indépendant des politiques publiques, qui appelle à une forme de sobriété personnelle, parce que c'est à titre personnel quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien et qui me permet de mieux vivre aujourd'hui. Mais ça, je ne vais pas l'imposer à 60 millions de C'est un ressenti citoyens. personnel qui vous est propre. Oui, et que je peux ensuite je peux me faire l'avocat dans un discours plus moral, mais qui ne doit pas heurter ou rentrer ou être intégré aux politiques publiques. Alors, je rebondis un peu sur la question de Florent, et puis il y a des questions qui sont très liées à ça dans le chat. Vous parlez dans votre programme de créer un écosystème de la croissance. La question, mais, je sais pas, à la fois le truc sur les externalités et l'écosystème de la croissance, j'ai jamais vu ça dans mon programme. Ok, bon, je vais vérifier. Mais vous n'avez pas confondu avec le programme d'un autre candidat? Non, pas du tout. Ce sont bien les fiches de simple. La question sur laquelle je voulais rebondir, c'est on nous pose la question, alors c'est une question qui revient souvent pour la plupart des candidats d'ailleurs, c'est est-ce que vous croyez à la croissance verte? Est-ce que vous pensez qu'il y a une compatibilité entre croissance et gestion de la crise environnementale? Est-ce qu'on peut convertir des emplois, une industrie rester compatible avec notamment les engagements de neutralité carbone qu'on a pris dans l'accord de Paris d'ici 2050. Globalement, vous disiez, alors c'est un choix qui vous est propre, cette sobriété. Est-ce que finalement, on peut laisser les gens libres, notamment de surconsommer potentiellement, tout en conservant ce cap-là, quoi? Non, mais il faut faire ce qu'on venait au début, il faut faire payer les externalités négatives. Donc, le point évident pour moi de toute réforme liée à la réduction des émissions carbone, c'est la taxe carbone. Okay. Donc, on fait une proposition de taxe carbone qui a le mérite d'être assez claire. Beaucoup de candidats vont faire une proposition de taxe carbone. Tant mieux, parce qu'un jour ou l'autre, ça va aboutir. Après, ça pose un énorme problème de pouvoir d'achat, parce qu'aujourd'hui, si on prend au sérieux la taxe carbone, ça pénalise en premier les gens qui vivent à la campagne et les agriculteurs, qui ne sont vraiment pas eux qui sont dans la situation la plus enviable dans la société aujourd'hui en termes de revenus. Donc, c'est pour ça que dans le système qu'on conçoit de taxe carbone, il y a un mécanisme de redistribution qui est en vase clos. C'est-à-dire que tout l'argent perçu par la taxe est immédiatement redistribué, mais redistribué de manière forfaitaire. Donc, on va dire que voilà, on taxe les produits pour faire payer les émissions carbone et donc inciter les gens à avoir des comportements plus vertueux. Okay, mais de l'autre côté, on va dire, en tant que vivant à la campagne ou en tant qu'agriculteur, vous avez un forfait de X centaines d'euros qui couvre largement la taxe carbone, mais comme c'est forfaitisé, l'incitation liée à la variation des prix reste la même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous ne perdez pas de pouvoir d'achat, vous-même vous en gagnez, mais en même temps, vous avez toujours l'incitation prix, le signal prix, qui vous conduit à adopter, si vous le souhaitez, après vous pouvez tout dépenser pour acheter de nouveaux tracteurs et tout ça, mais qui vous conduit plutôt à essayer d'adopter des comportements plus sobres qui génèrent moins de carbone. Après, il y a une deuxième question qui est parallèle à celle-ci, mais qui est pour moi plus fondamentale, c'est la question du droit du vivant. Donc, je fais un aspect central de mon programme. Parce que les questions carbone, c'est quand même beaucoup lié à la survie de l'espèce humaine telle qu'elle est aujourd'hui et à la stabilité de l'espèce humaine dans un monde où on n'a pas envie qu'il y ait trop de migration climatique. C'est moins lié au vivant lui-même, parce que s'il y a un réchauffement climatique, le vivant va s'adapter, de nouvelles espèces vont naître. Donc, il faut résoudre le problème, mais arrêtons un peu cette hypocrisie de dire qu'on fait ça pour la planète. On fait ça pour nous, d'abord. Juste, assumons ça. Et après, il y a un deuxième truc qui, là, n'est pas pour nous, qui est le droit du vivant. Ouais. Et là, je pense que moi, je défends l'individu, comme vous avez bien compris, mais aussi l'individu non humain. Je pense que c'est ça la nouvelle frontière du libéralisme, c'est l'individu non humain. C'est-à-dire, on a donné des droits aux individus, c'est la Déclaration des droits de l'homme. En fait, on a mis du temps à étendre cette Déclaration des droits de l'homme aux droits des femmes.
à universaliser ça pour que ce soit tous les hommes dans le monde entier, déclaration universelle des droits de l'homme. Je pense que l'étape suivante dans cette philosophie, c'est les droits de l'homme et du vivant, et donc des animaux. Et comment est-ce qu'on construit un droit autour de l'animal qui n'est pas conscient de ses droits? C'est à partir de la notion de souffrance. Et là, sur la question de l'animal, je serais assez utilitariste en disant ce qui définit au fond le fait de générer des droits, d'avoir des droits, c'est la capacité à souffrir. Et donc, l'obligation de l'humanité vis-à-vis des animaux, c'est de ne pas les faire souffrir. C'est l'absence de souffrance. Voilà. Je pense que c'est le bon cadre conceptuel pour opérer ce droit du vivant, qui est aussi un droit des écosystèmes, qui peut être un droit des fleuves, qui peut être toutes sortes de choses assez innovantes sur ces questions-là aujourd'hui. Et le sujet central sur la question de la souffrance animale aujourd'hui, et là, il ne faut pas, je trouve, se mettre la tête dans le sable et choisir les sujets de facilité type la chasse à courre, la corrida et tout ça. Le vrai gros sujet, c'est l'élevage intensif. Et ça, c'est un sujet qui, politiquement et économiquement, est bien plus difficile à traiter que la chasse à courre ou la corrida. Probablement. Parce qu'il y a des vrais bouleversements en jeu, et parce que qu'est-ce qu'on va dire aux éleveurs de porcs bretons quand on leur dit désolé, vous n'avez plus le droit. Comment on va les compenser? Comment on va faire la transition? Mais je pense que c'est un droit fondamental, donc on le définit, nous, avec 2 critères qui veulent simples, justement, qui sont l'accès au plein air et puis un critère de densité, un nombre de bêtes par mètre carré. Évidemment, ça doit être fait au niveau européen, parce que sinon, ça pose des questions de concurrence déloyale. Évidemment, comme le dit d'ailleurs l'actuel gouvernement, ça doit se refléter dans les traités de libre-échange pour qu'on n'importe pas des produits qui, eux, ne respecteraient pas les mêmes critères, parce que là, c'est pareil, ça crée de la concurrence déloyale. Mais à partir du moment où tout le monde est au même niveau, où tout le monde doit respecter la même obligation, déjà, ça permet de rétablir une forme d'égalité, parce qu'aujourd'hui, les éleveurs qui prennent bien soin de leurs bêtes c'est aujourd'hui qu'ils se trouvent dans une situation de concurrence déloyale vis-à-vis des autres. Parce que souvent, ils vendent la viande au même prix. Parce qu'en fait, la différence de prix de la viande, ce n'est pas sur le bien-être animal, c'est pour le bio. Et le bio, en fait, est assez différent du bien-être animal. On peut avoir une viande bio parce que le blé qui la nourrit n'a pas été traité. Mais là, c'est pareil. Le bio, c'est égoïste, c'est pour l'humain. Parce que l'humain veut être certain que son alimentation est saine. Le bien-être animal, ce n'est pas pour l'humain, c'est pour l'animal lui-même. J'ai du mal, je suis assez inconfortable avec cette idée qu'on ferait les choses uniquement pour nous-mêmes, parce que j'ai l'impression qu'il y a une conception très égoïste finalement mais c'est pas ça que tu dis, je dis des hommes par rapport à leur environnement. Et que par exemple, pour des raisons personnelles de spiritualité ou d'impression d'appartenir à un environnement, on ne pourrait pas aussi partager de la compassion ou une certaine compassion par rapport au fait de prendre soin de l'environnement dans lequel on est. En fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette distinction de l'humain par rapport à la nature, alors que les mouvements intellectuels aujourd'hui portent plutôt à penser que cette distinction de l'humain et de la nature est purement occidentale et artificielle. Il me semble que c'est un peu ce que je dis. Ce que j'explique, c'est que les questions liées au carbone, précisément au carbone, aux émissions carbone, sont beaucoup liées à l'espèce humaine elle-même et pas à la planète. C'est ça que je dis. Et que sur la question du carbone, la réponse, c'est la taxe carbone. La réponse essentielle pour moi qui permet de ne pas passer par la planification écologique. Parce que ça laisse justement une diversité ensuite d'expérimentation et que la planification écologique, hélas, fonctionne à paramètres scientifiques constants. Et que donc, on planifie des trucs sur 20 ans, alors que peut-être que la science aura une nouvelle réponse dans 1 an. C'est pour ça que la taxe carbone est plus efficace pour moi que la planification écologique. Et ça, c'est sur la question des émissions carbone. Je distingue de la question écologique profonde qui est liée au droit du vivant et qui implique, je ne sais pas si c'est une compassion, je n'aime pas beaucoup le mot, mais qui implique effectivement vivre ensemble respectueux sans faire souffrir de l'homme et de l'animal, de l'homme et de ses écosystèmes, et qu'effectivement, je pense qu'il faut intégrer, aussi assumer le fait que l'homme est intégré lui-même aux écosystèmes. C'est pour ça que je suis assez contre tout ce qui est renaturation, rewilding. Parce que le rewilding, en fait, et bizarrement, l'écologisme extrême recrée une distinction d'essence entre l'homme et la nature, en disant non, il faut une nature vierge d'homme. Mais non, l'homme est un animal comme un autre. Donc il faut une nature où l'homme interagisse de manière respectueuse avec son environnement, mais il peut en être aussi le jardinier. Il ne doit plus en être le maître et possesseur, mais il peut en être le jardinier. J'aime bien ce concept du botaniste Gilles Clément sur le jardin planétaire. Lui, c'est quelqu'un, on ne peut pas dire qu'il n'est pas respectueux des écosystèmes, puisqu'il a passé son temps à essayer
d'imaginer des jardins qui soient justement des jardins organiques, qui poussent un peu tout seul, où l'homme intervient assez peu. Et en même temps, il a cette idée de jardin planétaire en disant, mais en fait, l'homme est partout. D'ailleurs, on le voit bien quand on traverse le pays à cheval. Et puis, un espace en France qui ne porte pas la trace de l'homme. Donc, vous n'êtes pas vraiment d'accord avec un autre botaniste qui est Francis Allais, qui lui propose de recréer une grosse forêt primaire en Europe de l'Ouest. Non, parce que, en fait, l'homme peut avoir un impact positif pour son environnement. Il peut, par l'innovation technologique, au contraire, enrichir la biodiversité, protéger des espèces, permettre à d'autres d'évoluer, qui peut presque accélérer, favoriser des phénomènes qui sont bénéfiques pour le vivant en général. C'est pour ça que je parle d'un droit du vivant qui est un droit donné par l'homme, évidemment, parce que c'est lui qui donne des droits aujourd'hui, mais qui concerne l'ensemble des êtres vivants. Oui, il y a des gens dans le chat qui ont l'air assez d'accord avec vous sur le fait que la planète s'en sortira, mais que c'est plutôt la question de la survie de l'espèce humaine qui se pose et que donc on fait de l'écologie pour l'humanité. Voilà, je distingue deux choses, les émissions carbone, là, c'est ce raisonnement-là, et le droit du vivant qui est un autre plan. D'ailleurs, j'invite les gens à lire, il y a une fiche thématique droit du vivant dans votre programme qui évoque notamment effectivement la question de l'élevage intensif. Le temps file et il y a encore plein d'autres sujets, plein d'autres propositions dans votre programme. Il y en a deux, moi, que j'avais noté, mais Sylvain, il faudra qu'on arbitre un petit peu. Vous voulez commencer par le revenu universel ou la question de l'héritage et de la transmission? Donc, le revenu universel est plus essentiel. Alors, effectivement, c'était une surprise pour moi. C'est une proposition qu'on a vu naître en 2017, notamment portée par Benoît Hamon. On sait qu'en réalité, il existe plein de formes de propositions du revenu universel, à ne pas confondre avec le salaire à vie ou d'autres formes comme ça de propositions. Là, vous proposez un revenu universel. Alors, est-ce que vous pouvez en dire quelques mots? L'ordre de grandeur, c'est 500 € par mois, soit par individu. Par individu, à partir des 18 ans jusqu'à la fin de sa vie, quelles que soient ses conditions de revenus. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? Oui, alors d'abord, c'est une proposition que je porte bien avant Benoît Hamon, si je puis me permettre, puisque le think tank que j'ai fondé, Génération Libre, a commencé à publier sur le sujet, je crois, en 2014. On a fait plusieurs rapports assez techniques, justement. Et après, nous, évidemment, on n'est absolument pas les premiers, puisque ça remonte à Thomas Paine en 1796. Il y a toute une histoire extrêmement riche, bien relatée par Philippe Van Parijs dans son dernier livre, si certains veulent le lire. C'est un gros livre qui vraiment résume l'histoire un peu mondiale du revenu universel depuis 2 siècles. Et c'est passionnant, il y a plein d'écoles de pensée différentes, il y a plein d'expérimentations. Enfin, c'est déjà quelque chose qui est très, très, très informé, si je puis dire. Donc, moi, mon point de départ, il est simple. Il dit, est-ce qu'il faut lutter contre la grande pauvreté? Évidemment. Est-ce qu'il faut, dans une société prospère, que chacun ait de quoi manger à sa faim? Ça me paraît être un droit fondamental. C'est un droit qu'il faudrait quasiment rajouter à la Déclaration des droits de l'homme, comme le proposait Thomas Paine, le droit à la survie dans des conditions décentes, donc le droit de subvenir à ses besoins de base. Ça ne doit pas être une charité, c'est un droit. Et donc ce droit, il doit être universel. La liberté d'expression, ce n'est pas seulement pour ceux qui sont réprimés, c'est pour tout le monde en fait, y compris pour ceux qui disent des choses parfaitement insignifiantes. Eux aussi ont droit à la liberté d'expression. Ouais, et c'est pour ça que tout le monde a droit au revenu universel, y compris les gens qui, par ailleurs, ont des revenus confortables. C'est un droit universel pour tous. Alors après, comment ça marche? Et pourquoi on a choisi cette somme de 500 €? Parce que, encore une fois, on essaye de le faire, et Benoît Hamon, lui, avait été très léger sur ses propositions et sur le détail de ses propositions, et c'est pour ça que ça n'avait pas abouti, parce que ce n'était pas assez travaillé. Nous, on dit, bon, il faut être réaliste. Et on a déjà beaucoup de redistribution en France, beaucoup d'impôts. On est un des pays, d'ailleurs, où le coefficient de Gini, le coefficient d'inégalité est le plus stable. Donc, le but, ce n'est pas de redistribuer encore plus. Le but, c'est de prendre ce qui existe là, en termes de recettes fiscales et de dépenses sociales, de ne pas trop changer les masses, mais de changer les tuyaux. Donc, comme pour les entreprises, l'idée, ce n'est pas de déséquilibrer tout ça, c'est au contraire d'enlever les charges et enlever les recettes. Exactement, c'est la même logique. Et donc, ce qu'on dit, c'est aujourd'hui, la courbe de redistribution en France, c'est un zigzag. Je ne sais pas si on voit la caméra. En fait, le revenu universel, il en fait une ligne droite. Et il évite toutes ces situations où des outsiders, si je puis dire, du système n'ont rien. Parce qu'aujourd'hui, un tiers des gens qui devraient bénéficier du RSA ne l'ont pas parce que c'est trop compliqué, qu'il y a des commissions de contrôle, qu'il y a des inspections des CAF. C'est quelque chose d'assez dur, d'assez humiliant, d'assez stigmatisant, hein, le RSA. Et que de l'autre côté, il y a des gens qui effectivement profitent du système et qu'il y a aussi des phénomènes de fraude au RSA de plusieurs centaines de millions par an, parce que comme dans tout système complexe, vous avez les insiders qui en profitent, les outsiders qui ne comprennent rien et qui sont en dehors des clous. Et surtout, vous avez un phénomène de trappe à pauvreté aujourd'hui, où c'est tellement compliqué d'obtenir de RSA qu'une fois que vous l'avez, votre seule obsession, c'est de le garder, donc vous ne bougez plus le petit peu. J'ai fait le chiffre peut-être le chat pour en donner, mais il y a une part pas négligeable de gens qui
pourrait en bénéficier. Un tiers. Un tiers, d'accord. Le dernier rapport de la Cour des comptes rappelle ce chiffre. C'est probablement supérieur, mais enfin, c'est globalement l'ordre de grandeur. Voilà, un tiers. Et surtout, une fois qu'on l'a, le RSA, on se dit, ah, mais si je change de département, je change de CAF, là, surtout pas. Si je prends un petit truc d'auto-entrepreneur, je vais perdre le RSA, après, il va falloir que je le redemande, surtout pas. Et donc, c'est ça qui produit de l'assistanat et qui coince les gens, en fait, dans leur identité de pauvre. Ils doivent justifier tous les 2 mois, en prenant des rendez-vous, en disant aux inspecteurs, aux commissions des CAF, ah oui, je suis encore pauvre, je vais vous le prouver. Donc, c'est extrêmement humiliant, c'est extrêmement désagréable. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est d'automatiser ça. Il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de contrepartie. C'est l'inverse de ce que fait la droite aujourd'hui, qui dit on va rajouter des contreparties, des travaux d'intérêt général. C'est proposé effectivement 15 heures de travaux d'intérêt général. Et là, en termes de bureaucratisation, c'est fou. Comment vous vérifiez que c'est fait, comment vous contraignez les gens à aller travailler. Et surtout, c'est une question philosophique. Moi, je pense qu'il n'y a pas de contrepartie à produire. Qu'on donne une somme, on dit ça, c'est à quoi tu as droit pour survivre. La manière dont tu la dépenses, ça te regarde. Et en fait, ce que montrent toutes les expérimentations qui ont été faites dans le monde, moi j'ai été en voir personnellement dans des villages au Brésil, il y a des documentations importantes sur l'expérimentation de e-standing en Inde, il y a la même chose en Namibie, maintenant beaucoup au Kenya, aux États-Unis, en Finlande. Elles montrent toutes que le taux d'activité augmente. Parce qu'une fois que vous avez, et ça, c'est l'activité, pas forcément l'activité rémunérée, ça peut aussi être activité associative, mais une fois que vous avez une stabilité, qu'elle est vraiment assurée, que personne ne peut vous l'enlever, eh bien, évidemment, vous n'allez pas passer votre temps à jouer aux vidéos. Vous engagez dans la société, vous essayez quelque chose, vous essayez une formation, puis si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, parce que le revenu, il est toujours là, c'est le socle. Et alors, une question qui est revenue beaucoup quand on a préparé ça, c'est, et vous l'avez évoqué vous-même, pourquoi 500 €? Comment vous avez défini ce seuil? Encore une fois, c'est ce qui est raisonnable aujourd'hui pour ne pas bouleverser les équilibres macroéconomiques. Okay. En fait, si on veut un revenu universel à 500 €, il faut une taxe sur l'ensemble des revenus, capital et travail, et incluant CSG, CRDS, mais je ne sais pas ces détails, de 30%. Pas rien. Ce que vous évoquez dans la si vous voulez, et ça, comme ça, le système est à l'équilibre. Si vous voulez un revenu universel de 1 000 €, la taxe est 60% sur les revenus. C'est un choix collectif quelque part. Mais nous, disons qu'on part de ce qui existe aujourd'hui. Et vous voyez comment ça marche. En fait, techniquement, les 500 €, c'est un crédit d'impôt. Et les 30%, c'est au premier euro. Ce qui veut dire que quand vous ne touchez rien, vous avez les 500 sans rien à demander. Quand vous touchez un peu, que vous êtes dans la zone sous le SMIC ou au SMIC ou un peu plus que le SMIC, vous avez un complément qui arrive de manière automatique. Et quand vous êtes au-dessus de 1 700 €, en fait, vous ne voyez plus ce revenu universel puisque c'est un crédit d'impôt qui est inférieur à l'impôt que vous payez. Mais ces 2 paramètres, et ensuite, il n'y a plus de niche, il n'y a plus rien. C'est pour tout le monde 500 € versus 30%. Vous savez la totalité des niches fiscales. Voilà. Et ça veut dire, oui, absolument. Et ça veut dire aussi qu'il n'y a plus d'effet de seuil. C'est-à-dire que moi, j'ai été visiter des entreprises il y a 15 jours dans la Drôme. Ils m'expliquaient que les salariés ne faisaient pas d'heures sup parce qu'ils perdaient la prime d'activité, que du coup, ce n'était pas intéressant financièrement. Tout ça, ça n'existe plus dans mon système. Parce que mécaniquement, 1 euro gagné vous donne 70% de plus dans la poche. OK. Donc là, on dit, on pose la question au chat, une flat tax. C'est une flat tax, mais c'est une taxe progressive. Puisque comme vous avez les 500... On nous pose la question, la distinction, est-ce qu'il y a une distinction entre les deux ou pas? Oui, alors c'est une flat tax parce que c'est proportionnel, c'est 30%. Après, on propose aussi une surtaxe à 35, 40 pour les plus hauts revenus. Alors, j'espère que je ne vais pas faire d'erreur dans votre fiche thématique parce qu'on vérifiera bien, mais vous parlez du maintien d'une surtaxe pour les très hauts revenus. Voilà. Oui, ça c'est, disons, moral ou politique, pour dire les autres très hauts revenus doivent contribuer un peu plus. Mais le principe d'une flat tax, c'est d'éliminer tous les effets de seuil et que ça soit simple pour tout le monde. Mais vous voyez, quand vous êtes à 1 700 €, bah, en fait, vous devez, si vous prenez 30% d'impôt, 500 €. Et on vous doit 500 €, qui est le crédit d'impôt. En fait, vous êtes à 0. Okay. Donc, en fait, en vrai, vous payez 0% d'impôt. Et donc, vous voyez bien que en fait, le système est progressif puisque vous allez monter de 0 jusqu'à l'infinitésimal qui va jusqu'à 30%. Voilà. Okay. Donc, ça reste un système progressif. Et d'ailleurs, dans les modélisations qu'on a faites, il est légèrement plus redistributif qu'aujourd'hui. Tel qu'on le modélise aujourd'hui, les riches payent un peu plus. Évidemment, vous avez toute la question des jeunes. Aujourd'hui, tout le monde se prend la tête sur les revenus jeunes. RSA jeune. Alors, RSA jeune. Ou alors, pour ceux qui travaillent, mais non, pas pour ceux qui travaillent, pour ceux qui ne travaillent pas. Ah non, mais pour ceux qui sont en formation, non, mais pour ceux qui sont à l'université. Mais donnez-le à tout le monde. Parce qu'on rappelle que le RSA est possible à partir de 25 ans. Et donc, il y a une sorte de vide entre 18 et 25 ans. Mais en fait, on n'arrête pas de combler les trous avec des dispositifs spécifiques en fonction des statuts des uns ou des autres. On crée de la bureaucratie, de la complexité. On rend tout le monde malheureux au lieu de dire, on donne à tout le monde. Et comme ça, on simplifie tout. Et puis, on arrête de discriminer les gens en fonction de est-ce qu'ils sont jeunes, est-ce qu'ils font des études, pas d'études, est-ce qu'ils sont en formation. Enfin, chacun dit sa vie, quoi.
Par rapport au montant du RSA, alors je comprends que l'idée, c'est d'uniformiser au maximum pour qu'il y ait le moins possible d'intervention de l'État, mais par rapport à la logique du droit que vous avez, qui est de s'adapter au territoire, compte tenu par exemple des différences de prix de l'immobilier en région parisienne Oui. ou dans la Creuse, est-ce qu'il n'y aurait pas justement l'intérêt de moduler le montant du revenu? Bon, alors comme c'est une question de droit fondamental, c'est-à-dire droit à la subsistance, et qui n'inclut pas le logement reste une politique à part. C'est que 500 euros, vous ne pouvez pas vous loger. Vous pouvez payer l'énergie, l'alimentation, l'habillement, mais certainement pas le logement. Le logement reste la politique du logement. Après, on peut en discuter de la politique du logement, mais on le met à part du mécanisme de revenu universel. Donc, il y aurait, d'accord, les aides spécifiques pour le logement continueraient d'exister? Absolument. D'accord. Donc, du coup, là, on est sur du flux de nourriture, consommation, énergie, et c'est quand même relativement homogène sur l'ensemble du territoire. En revanche, ça peut avoir des effets, je pensais à ça dans ma balade à cheval, assez intéressants sur l'aménagement du territoire. Ce pas des choses qu'on va provoquer, puisque le but, c'est d'être neutre moralement, en tant qu'État, mais en revanche, c'est des choses qu'on peut anticiper, qui vont sans doute advenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez tous ces néo-ruraux qui, je pense, sont vraiment l'avenir des campagnes. Alors, parfois, ça se passe mal, il y a des problèmes de gens qui sont heurtés par champ du coq, etc., mais vous avez beaucoup d'expériences très positives et vous avez un repeuplement choisi, une campagne choisie qui commence à renaître et qui justement réintègre avec tous les outils de la modernité les traditions du passé. Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement positif. Mais aujourd'hui, pour faire ça, pour être néo-rural, il faut qu'il y ait alors c'est souvent un couple avec d'urbains, de trentenaires, avec de jeunes enfants. Hein, c'est souvent cette situation-là, mais il faut qu'il y en ait un des deux qui ait un flux de revenus. Parce qu'en fait, à la ville, le problème, c'est le capital, le logement, mais le travail, ça se trouve, le revenu. À la campagne, c'est exactement l'inverse. Le capital, vous pouvez souvent trouver une vieille ferme pour pas grand-chose que vous retapez, et vous avez un problème de flux de revenus. Et donc, avec mon revenu universel, 500 euros par individu, plus 250 par enfant qui se substitue de manière forfaitaire aux allocations familiales. Parce qu'on n'en avait pas parlé, il y a ça voilà. en supplément. Donc, en fait, pour un couple avec enfant, vous êtes à 1500. À 1500, vous pouvez vivre, pas très bien, mais vous pouvez vivre à la campagne. Et donc, vous pouvez commencer à expérimenter votre truc de permaculture, votre épicerie coopérative, votre projet d'artisanat, votre projet agricole sérieux, votre projet de cultivation du champ, enfin, tout ce que vous voulez. Et puis après, vous avez ce temps où vous voyez si ça marche ou pas. Si ça ne marche pas, vous partez en vie, vous faites autre chose. Bref. En fait, ça va permettre de multiplier les expériences. C'est toujours le même principe, en fait, ce que je raconte. Que ce soit le revenu universel, l'autonomie locale, la simplification, vous voyez bien le fil qui est là, c'est autonomie, expérience, diversité. Et le rôle de l'État pour créer les conditions pour que ce soit possible. Bon, alors du coup, on a quasiment mangé la totalité du temps et pourtant, il reste beaucoup de thèmes à aborder. Est-ce qu'en 5 minutes, on peut en choisir un dernier? Alors, je l'ai évoqué, il y avait la question dans les fiches thématiques de l'héritage, mais il y a aussi la déconjugalisation du droit, le droit du vivant, on en a déjà parlé, le destin numérique également. Est-ce qu'en 5 minutes, vous pensez qu'on peut aborder très succinctement un de ces thèmes? Lequel vous semble le plus… Alors, en 2 mots, la déconjugalisation du droit, c'est facile, c'est que le droit doit être porté sur l'individu et non plus sur le couple ou le foyer fiscal. Vous voyez bien que le mécanisme de revenu universel, il marche sur l'individu. Et donc, tout ce qu'on discute aujourd'hui sur l'allocation handicapée, sur le RSA conjugalisé, sur la notion de foyer fiscal, en fait, ça nous vient pour le coup du Code civil. Vous savez pas que des bonnes choses dans le Code civil, c'était bien écrit, mais bon, on peut le contester sur le fond. Ça vient d'une vision de la société où voilà, la famille est le fondement de l'ordre social. Et pour moi, la famille, c'est très important. Moi, j'ai une famille que j'aime, mais ça ne doit pas, en fait, la politique publique doit être neutre par rapport au fait que vous ayez une famille ou pas. Et donc, le droit doit être fondé sur l'individu, et c'est aussi quelque chose qui pourra émanciper les gens qui sont en situation de faiblesse dans le couple, donc souvent les femmes, qui là auront tous leurs droits sans avoir à être rattachées à leur mari. Vous faites un constat semblable à celui d'Oxfam qui a publié son manifeste fiscal et qui dit qu'effectivement, en fait, les femmes qui ont souvent des plus bas revenus renoncent beaucoup plus facilement, comme elles ont le même taux d'imposition, à travailler parce qu'elles ont… C'est pour ça que Sandrine Rousseau avait la même chose dans son programme d'individualisation de l'impôt. Et vous voyez que dans les thèmes que j'aborde, vous avez des thèmes qui vous paraissent plutôt à droite, tels que la concurrence, et vous avez des thèmes qui sont très à gauche, tels que l'individualisation des droits, le revenu universel, la légalisation du cannabis, le droit du vivant, parce que j'ai une philosophie de la liberté qui, je pense, est cohérente et qui s'applique à l'ensemble des sujets, qui de temps en temps tombe à gauche et de temps en temps tombe à droite. Sur la question numérique, ça, j'ai fait un long reportage là-dessus. J'ai fait un tour du monde de l'intelligence artificielle.
D'ailleurs, j'en ai eu tellement marre, c'est pour ça que j'ai fait le voyage à cheval après. Bon, un Pour énorme data déconnecter. détox. Voilà. Donc, j'en suis revenu avec un certain scepticisme sur la manière dont les algorithmes nous manipulent, et nous manipulent via évidemment la masse de données que nous leur donnons. On sent dans votre programme que c'est un secteur sur lequel vous avez un peu d'appréhension, en tout cas, sur Oui. la gestion des données. Alors, mais moi, je pense que c'est une question politique. C'est-à-dire que la technologie en tant que telle, c'est formidable. D'ailleurs, on est le premier parti politique hier à avoir émis des NFT Oui, on a vu ça. pour financer la campagne. On va voir si ça marche encore. Chacun en a acheté des sortes d'illustrations de moi avec un petit oiseau. Donc, on rappelle, c'est des œuvres d'art numériques uniques Voilà. qui peuvent faire l'objet d'un échange ou de. Bon, mais en fait, c'est parfaitement cohérent avec ce que je défends, parce que ce que je défends, c'est un droit de propriété sur les données personnelles. Ouais. C'est que les données nous appartiennent pour de vrai, légalement. Et que donc, on puisse avoir dessus un droit d'usage, un usus, comme on dit, un droit de propriété, et un abusus, les détruire aussi, qui soit absolu, parce que le droit de propriété est un des droits les plus protecteurs. Il y a quand même un droit à l'oubli qui existe. Justement, en fait, j'ai plus besoin du droit à l'oubli, puisque j'ai le droit d'abusus. Donc, en fait, le droit de propriété, il couvre tout ça. Et il permettrait à chacun d'avoir une sorte de portefeuille intelligent de ses propres données, donc toutes ces données de santé, données de géolocalisation, données de navigation sur le web, qui soient complètement sécurisées par une blockchain, que chaque donnée soit rattachée à lui, à soi, et possède les termes contractuels de la manière dont je souhaite que mes données soient utilisées. Donc, c'est moi qui vais poser mes conditions d'utilisation, en fait. Donc, il y a moi, mes données santé, je souhaite en faire ceci, qu'elles soient accessibles à la recherche publique, pas au boîte privée, par exemple. Mes données de géolocalisation, je les garde, je refuse de les partager, etc. Vous n'avez pas besoin de taper sur chaque site des trucs imbitables et qui perdent tout le monde. Ça, c'est le principe du RGPD. Voilà. Et j'ai été visiter dans le cadre de la campagne Ledger, qui fait des portefeuilles électroniques pour les crypto-monnaies. Okay. Ils me disent que techniquement, c'est parfaitement possible de faire la même chose pour les données individuelles. Okay. Et évidemment, il y aura des intermédiaires qui vont naître pour faciliter la négociation quelque part entre l'utilisateur et les plateformes et les GAFA, etc. Mais ça redonnerait beaucoup de pouvoir à l'utilisateur, à la fois en termes financiers et en termes de libre arbitre sur l'utilisation qu'il souhaite de ces données et donc sur son destin numérique. Ok, bon, c'est très clair. On a malheureusement dépassé un peu le temps. Moi, j'invite de toute façon tous les gens qui nous écoutent à aller sur le site de Simple et à découvrir les fiches thématiques qui sont consacrées aux différents thèmes qu'on a abordés. On n'aura pas pu parler de l'héritage. C'est dommage qu'on prépare un article justement sur la question des droits de succession qui fait parler beaucoup de candidats, sachant qu'on a des candidats comme Jean-Luc Mélenchon qui proposent de tout taxer au-delà de 12 millions et au contraire d'autres candidats plus à droite qui proposent d'alléger la fiscalité sur les successions. Moi, comme d'habitude, c'est ni l'un ni l'autre. Je libéralise le fait de pouvoir donner à n'importe qui. Exactement. Vous donnez la liberté testamentaire, c'est-à-dire que vous permettez en fait de donner à d'autres personnes qu'à ses enfants ou à sa filiation directe. Donner dans les mêmes conditions fiscales à n'importe qui et à n'importe quel moment dans sa vie. Oui, ça on parle vraiment, c'est la même fiscalité pour la transmission, la donation que pour l'héritage. Bon, j'invite de toute façon les gens à voir ça. Alors, je vais vous poser, moi, une dernière question. Peut-être sinon, une dernière question. Je suis obligé de vous la poser parce qu'on en a eu beaucoup de questions sur Discord. Et là aussi, vous avez le droit tout à fait de ne pas y répondre. Mais naturellement, c'est la question des parrainages. Oui. Bon, avec le site du Conseil constitutionnel, maintenant, il est très simple de suivre la dynamique des parrainages. On voit que vous êtes en croissance, mais il y a toujours la question de l'échéance du 4 mars. Et la question qui revient systématiquement, à laquelle, encore une fois, vous pouvez ne pas répondre, c'est est-ce que, en cas de non-atteinte des 500 parrainages, vous rallierez à un candidat ou est-ce que vous inviterez vos sympathisants à voter pour un candidat ou une candidate? Ça m'étonnerait, mais en tout cas, pour le moment, on n'y réfléchit pas. On se concentre sur cette campagne de récolte de parrainage qui est extrêmement dure, mais qu'on fait extrêmement sérieusement. On a des gens partout sur le territoire. On a une équipe qui appelle jour et nuit. Enfin, pas trop la nuit, il ne faut pas trop les déranger quand même. Mais les maires, on trouve le 06. Effectivement, c'est un travail de fourmi. Moi, je trouve que c'est un système qui est plutôt légitime en tant que tel, parce que décliner un programme un peu théorique ou qui a parfois des penchants un peu philosophiques, parce que c'est mon défaut professionnel, le décliner de manière très concrète sur les questions qu'ont les maires, qui reflètent vraiment les questions des citoyens, en fait, c'est un bon exercice. Et par ailleurs, les maires, ils ont la confiance de leurs citoyens. Donc, c'est assez légitime que ce soit eux, quelque part, qui opèrent ce tri. Donc, vous ne remetteriez pas en cause l'anonymat, par exemple? Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est public, et il y a une crise de ce système, puisqu'il y a une grève des parrainages. On peut dire comme tel, les maires refusent de parrainer. Et moi, quand je les ai au téléphone, j'ai beaucoup moins de mal à les convaincre de me parrainer que de les convaincre de parrainer tout court. D'accord. Et ils disent, moi, je ne veux plus de ceci. Et en fait, il y a même rejet du système. Dans son ensemble. Dans son ensemble. Et c'est assez grave, en fait, parce que c'est la base de notre système démocratique. Et cette base-là dit, le système ne marche plus. Je comprends très bien pourquoi, puisque c'est d'ailleurs ce que je dénonce, c'est-à-dire que les maires ont légitimement l'impression
que de toute façon, quel que soit l'élu, il va continuer à déposséder les communes de leur pouvoir, à maltraiter les territoires, et que donc, pourquoi voter pour toute cette ribambelle de Jacobins. Donc, je comprends parfaitement en fait leurs sentiments. Mais le problème, c'est que l'effet que ça crée, c'est une rente pour les grands partis politiques qui tiennent les départements et les régions. Vous avez vu les signatures, Hidalgo 2% dans les sondages, 1500 parrainages. Donc là, il y a vraiment un problème. Et alors là, pour le coup, il y a un problème de concurrence, puisqu'on est dans un système de rente, d'oligopole des grands partis, et que les nouveaux venus, puisque les maires ne jouent pas le jeu quelque part, se trouvent dans l'impossibilité de faire valoir leurs propositions, leurs idées dans le débat présidentiel, qui est aujourd'hui, on peut le regretter, moi je suis opposé à l'élection de président de la République au suffrage universel, mais dans le système actuel, c'est quand même les maires qui détiennent la clé de la respiration démocratique et qui permettent à des gens qui ne sont pas connus, qui ne sont pas dans le système, qui ne sont pas dans les partis, de porter des idées si elles sont sérieuses. Je pense que les miennes, quel que soit ce qu'on en pense, ça fait 10 ans qu'on les travaille, elles sont cohérentes, elles viennent de quelque part, elles viennent d'une philosophie politique, ce n'est pas une candidature de témoignage ou farfelu. Voilà. Et donc, évidemment, on dépense une énergie folle pour arriver à les convaincre. Le thème de simplification et d'autonomie locale qui leur parle au premier chef. Mais il faudra sans doute repenser ce système. Alors moi, je suis assez partisan de conserver le système des parrainages. Après, il y a différentes pistes de réforme. D'abord, pourquoi pas le rendre obligatoire, dire que c'est la responsabilité d'un maire de parrainer. Aujourd'hui, en plus, ça les fait beaucoup cogiter. Ils disent est-ce que je dois parrainer, est-ce que je ne dois pas parrainer. Ça serait plus simple de dire c'est une responsabilité constitutionnelle. Vous devez le parrainer. Maire, vous devez le donner parrainer. Après, il y a des systèmes encore plus malins, mais tout ça est à discuter. Par exemple, des choix multiples. Le maire ferait 1, 2, 3. Puis dès que le 1 a ses 500 signatures, on passe au choix numéro 2. Parce qu'aujourd'hui, il y a cette espèce de course ridicule pour accumuler 2200 parrainages du côté de LR. C'est absurde, quoi. Et là, pour le coup, ça ferme complètement le marché, si je puis dire. Ouais. Donc là, ça déverserait automatiquement. Ça, c'est peut-être la solution la plus élégante, parce que évidemment, l'obligation, c'est toujours un peu dur. Et, puis après, le parrainage citoyen évoqué par certains candidats qui disent si j'avais 500 000 signatures, disons, de citoyens, ça prouve que légitimement, je peux me présenter. Et ça, je suis réservé parce que ça va être celui qui a le plus de followers sur Twitter qui va être candidat. Et je trouve que les maires, quand même, ils arrivent à. Et vous n'êtes plus sur Twitter. En plus, je suis plus sur Twitter. Mais pour ces raisons d'ailleurs de manipulation numérique que nous évoquions précédemment. Donc je trouve que les maires, ils ont une vraie légitimité parce qu'ils sont sur le terrain et qu'ils ont une vraie représentation démocratique à effectuer ce tri. Si on a choisi les maires, ce n'est pas par hasard, justement. Et je trouve que l'ensemble des candidats qui ont leurs 500 signatures, que les ont eues dans le passé, sont légitimes. Même des gens qui ont très peu de voix sont légitimes parce qu'ils... Philippe Poutot, il ne fait pas ça par hasard. Il fait ça parce qu'il représente une philosophie politique, parce qu'il représente les ouvriers, le syndicalisme. Jean Lassalle, il représente la ruralité, les territoires. C'est des gens qui ont une histoire politique, qui ne sont pas arrivés par hasard, qui ne sont pas chanteurs et qui se sont dit tiens, je vais me présenter un politique pour me marrer. Alors, la crise des parrainages risque d'affecter un peu Philippe Poutou cette année, mais, oui, mais Jean Lassalle, effectivement, a ses 500 parrainages. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que in fine, je trouve que ça sélectionne des gens qui méritent d'être dans le débat parce qu'ils représentent vraiment quelque chose politiquement en France et qui c'est un bon filtre, qui ne viennent pas de nulle part, mais que là, ce filtre est en crise et que donc il faut. Et la crise profonde vient du mépris qu'on a aujourd'hui pour les communes et pour les territoires. Et que si on redonnait déjà de la respiration des compétences aux communes, quelque part, on remettrait aussi le maire un peu dans son rôle et peut-être qu'on commencerait à détendre un peu la situation. Et très rapidement, c'est quoi la suite pour le mouvement 5 ? Vous comptez présenter des candidats aux législatives ? Alors d'abord, le but, c'est de créer un mouvement pérenne qui s'installe dans l'espace politique français. Après, ça va beaucoup dépendre de ce qui se passe dans les 5 jours qui viennent, dans les 10 jours qui viennent, quelle dynamique on a, quelle force on a, quelle élection a un sens pour nous, est-ce que c'est législative, est-ce que c'est européenne, une élection à la proportionnelle, donc plus loyale, on verra. Et on va prendre en tout cas, si on n'obtient pas les parrainages, ce qui reste improbable, on prendra le temps d'y réfléchir et aussi d'y réfléchir avec tous les gens qui ont participé au mouvement. On a plus de 2000 volontaires sur le terrain, il y a des gens qui sont énormément investis. J'ai une équipe de 10 personnes à temps plein, donc je ne vais pas prendre la décision tout seul. On va se parler, on va prendre le temps d'y réfléchir et voilà. Ok, très bien. Et pour conclure ça, une dernière question, est-ce que vous avez un conseil à donner à nos auditeurs, aux gens qui nous écoutent ou qui nous voient aujourd'hui, notamment dans le cadre de cette élection présidentielle, un dernier mot, un mot de la fin pour conclure cet échange? Allez voir votre maire. Convainquez-le que le parrainage est une responsabilité constitutionnelle
et quel que soit le candidat qu'il choisisse, évidemment en espérant que ce soit moi, mais enfin, qu'il ne doit pas hésiter. Ce n'est pas parce que le conseil municipal est apolitique, divers, qu'il ne doit pas parrainer un candidat en sachant que parrainer n'est pas soutenir et que parrainer, c'est faire le choix de l'expression démocratique d'une certaine opinion parce qu'elle est légitime dans le débat public. Moi, je crois encore, pourquoi je fais tout ça? Parce que, contrairement à Benoît Hamon qui est passé de la politique au think tank, moi, je fais le chemin inverse parce que je crois encore à la politique. Et donc, tout ce que je fais, c'est très difficile, hein, évidemment, de monter un mouvement, de participer à une élection présidentielle, c'est semer d'embûches. Il y a des plafonds de verre énormes. Et si je fais, c'est pour essayer de renouveler l'offre. Et donc, il faut quand même que ce soit moi ou d'autres, encourager les gens qui essayent un peu de faire émerger des choses nouvelles, parce que sinon, c'est un peu facile de se désespérer en disant c'est tous des cons, c'est tous des nuls. Nous, on fait d'autres propositions, on tente notre carte dans l'aventure démocratique. Donc, aidez-nous, rejoignez-nous, militez. Très bien. Gaspard Koenig, merci beaucoup. Merci. Justement, ces propositions, on vous invite tous à les retrouver sur le site de Simple, où vous retrouverez l'ensemble des fiches thématiques. Voilà, c'est gasparkoenig.com le site. gasparkoenig.com. Ok, merci à tous. Merci Twitch, merci aux gens dans le chat pour leurs questions. Et Florent et Sylvain, je vous laisse la main. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour la conf de Rédac qui sera streamée. Sylvain, peut-être le mot de la fin. Oui, écoutez, vous pourrez retrouver cette interview sur notre chaîne YouTube et nous soutenir également pour qu'on puisse continuer à organiser des débats comme ça a été le cas la semaine dernière justement avec le Orange, entre autres. Merci à tous, très bon week-end et à bientôt.